Saviez-vous que le corps humain peut produire jusqu'à 12 litres de sueur en une seule journée dans des conditions extrêmes? C'est une quantité de liquide étonnante et cela nous amène à une question fondamentale. Pourquoi notre organisme a-t-il besoin de se débarrasser de tant d'eau de cette manière? Exactement! La transpiration est un processus vital, le principal outil du corps pour maintenir sa température interne constante, un phénomène connu sous le nom de thermorégulation. Le corps humain est une machine incroyablement complexe et précise qui fonctionne de manière optimale dans une plage de température très étroite, allant de 36 à 37 degrés Celsius. Toute déviation significative de cette plage, que ce soit en raison d'une chaleur excessive ou d'un froid extrême, peut avoir de graves conséquences pour notre santé, allant même jusqu'à être mortelle. Lorsque la température corporelle augmente en raison d'une activité physique intense, d'un environnement chaud ou d'une fièvre, le cerveau active des mécanismes de refroidissement. L'hypothalamus, une petite mais puissante région à la base du cerveau, agit comme notre thermostat interne, surveillant constamment la température du sang. En détectant une augmentation, l'hypothalamus envoie des signaux à diverses parties du corps pour initier le processus de dissipation de la chaleur. L'une des premières réponses est la vasodilatation, où les vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau se dilatent, permettant à plus de sang chaud de circuler vers la surface. Cela facilite l'irradiation de la chaleur vers l'environnement, comme si nous ouvrions des fenêtres pour que l'air circule dans une pièce chaude. Mais le mécanisme le plus efficace, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, est la transpiration, qui utilise le principe physique de l'évaporation pour refroidir la peau et, par conséquent, le corps. Pourriez-vous nous expliquer comment l'évaporation refroidit le corps au niveau moléculaire de manière simple? Bien sûr, lorsque l'eau de la sueur s'évapore de la surface de notre peau, elle emporte avec elle une quantité considérable d'énergie thermique, connue sous le nom de chaleur latente de vaporisation. C'est comme si chaque molécule d'eau, en passant de l'état liquide à l'état gazeux, emportait un petit paquet de chaleur de notre peau, nous refroidissant efficacement. C'est le même principe qui vous fait vous sentir plus frais en sortant d'une douche chaude, même si l'air n'est pas froid, en raison de l'évaporation de l'eau de votre peau. Il est fascinant de penser qu'une action aussi simple a une base scientifique aussi précise. Il existe deux types principaux de glandes sudoripares qui jouent des rôles distincts dans ce processus, les glandes écrines et les glandes apocrines. Les glandes écrines sont les plus nombreuses, réparties sur presque toute la surface de la peau et sont les principales responsables de la thermorégulation. Vous pouvez les sentir s'activer à tout moment où votre corps se réchauffe, du front à la plante des pieds. Elles produisent une sueur principalement composée d'eau avec de petites quantités d'électrolytes comme le sodium et le chlore, ainsi que de l'urée et de l'acide lactique. Ce type de sueur est inodore et sa fonction primordiale est précisément de refroidir le corps par évaporation. On estime qu'un adulte average possède entre 2 millions et 4 millions de glandes écrines, un réseau étonnant pour la régulation thermique. D'autre part, les glandes apocrines se trouvent dans des zones spécifiques du corps, comme les aisselles, l'aine, autour des mamelons et dans la région anale. Ces glandes s'activent principalement pendant les périodes de stress émotionnel ou d'excitation et leur fonctionnement est plus lié à la puberté. Leur sueur est plus dense, elle contient des lipides, des protéines et des stéroïdes, ce qui la rend initialement inodore. Cependant, au contact des bactéries naturelles qui habitent notre peau, ces composants organiques se décomposent, produisant l'odeur corporelle caractéristique. Cela explique pourquoi la sueur de nos aisselles peut avoir une odeur plus forte que la sueur de notre front, bien que les deux soient de la sueur. Il existe aussi les glandes apoécrines qui sont une combinaison des deux et se trouvent dans des zones comme les aisselles, contribuant également à la sueur qui a une odeur plus notable. La quantité de sueur que nous produisons est extrêmement variable et dépend de multiples facteurs. La température ambiante et l'humidité sont sans aucun doute deux des facteurs externes les plus influents. Par exemple, dans un désert chaud et sec, l'évaporation est très efficace, ce qui permet au corps de transpirer et de se refroidir plus facilement. Par contre, dans un environnement humide, comme la forêt amazonienne, la forte concentration de vapeur d'eau dans l'air rend difficile l'évaporation de la sueur. Cela signifie que la sueur reste plus longtemps sur la peau, réduisant sa capacité de refroidissement et nous faisant nous sentir plus chauds et collants. L'intensité de l'activité physique est un autre facteur crucial. Plus nous faisons d'exercice énergiquement, plus notre corps générera de chaleur et par conséquent, plus il produira de sueur. Pensez à un coureur de marathon qui peut perdre plusieurs litres de liquide lors d'une course, ou un athlète d'haltérophilie qui, bien qu'il ne se déplace, transpire également abondamment. L'hydratation est fondamentale. Un corps déshydraté ne peut pas produire la quantité de sueur nécessaire pour se refroidir efficacement, ce qui augmente le risque de surchauffe. L'acclimatation à la chaleur joue également un rôle important. Une personne qui vit dans un climat chaud ou s'entraîne régulièrement dans des environnements chauds transpire plus efficacement et en plus grande quantité.
Vos glandes sudoripares deviennent plus actives et votre sueur est plus diluée, contenant moins d'électrolytes, ce qui minimise la perte de sels essentiels. Des facteurs individuels tels que le sexe, l'âge, le poids corporel et la génétique influencent également le taux de transpiration. Par exemple, les hommes transpirent généralement plus que les femmes et les personnes ayant une masse musculaire plus importante ou un indice de masse corporelle plus élevé peuvent générer plus de chaleur et donc transpirer davantage. Même l'alimentation peut avoir un impact. La consommation d'aliments épicés ou de boissons chaudes peut stimuler la transpiration. Certaines conditions médicales peuvent également altérer la transpiration, comme l'hyperhidrose, qui est une transpiration excessive et incontrôlable. On estime que l'hyperhidrose touche environ 3% de la population mondiale, générant un impact significatif sur la qualité de vie. Cette condition peut être primaire, sans cause sous-jacente claire, ou secondaire, causée par d'autres maladies ou médicaments. D'autre part, l'anhydrose est l'incapacité de transpirer, une condition dangereuse qui peut rapidement conduire à un coup de chaleur. Les patients atteints d'anhydrose doivent prendre des précautions extrêmes dans les environnements chauds et éviter l'activité physique intense. Dans des situations extrêmes, comme travailler en tant que pompier avec un équipement de protection complet, la transpiration est la seule défense du corps contre des températures pouvant dépasser 100 degrés Celsius. Un pompier en plein travail peut expérimenter des températures internes proches de 40 degrés Celsius et son système de transpiration fonctionne au maximum pour éviter une catastrophe. La composition de la sueur est principalement de l'eau, constituant environ 99% de son volume. Le 1% restant est composé d'un mélange d'électrolytes, principalement du sodium et du chlore, qui sont des sels vitaux pour le fonctionnement cellulaire et nerveux. La perte excessive de ces électrolytes, surtout lors d'une transpiration prolongée et abondante, peut entraîner des déséquilibres électrolytiques. Cela se manifeste par des crampes musculaires, de la fatigue et même des problèmes cardiaques dans les cas graves. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau consomment des boissons sportives qui reconstituent non seulement l'eau, mais aussi les électrolytes perdus, maintenant ainsi l'équilibre hydrologique du corps. Outre le sodium et le chlove, la sueur contient de petites quantités de potassium, de calcium, de magnésium, d'urée, d'ammoniac et d'acide lactique. Contrairement à la croyance populaire, la sueur n'est pas un mécanisme significatif pour l'élimination des toxines du corps. Les reins et le foie sont les principaux organes responsables de la détoxification, filtrant et éliminant les déchets métaboliques et les toxines du sang. La quantité de toxines excrétées par la sueur est minime par rapport à ce que traitent les reins et ne justifie pas l'idée de transpirer pour se détoxifier. Un fait intéressant est que la concentration de sels dans la sueur peut varier d'une personne à l'autre et même chez la même personne selon son niveau d'acclimatation. Les personnes acclimatées à la chaleur ont tendance à avoir une sueur plus diluée, ce qui est une adaptation intelligente du corps pour conserver les électrolytes. Maintenir une hydratation adéquate est crucial pour que le mécanisme de transpiration fonctionne correctement. La déshydratation, c'est-à-dire la perte de liquide corporel en quantité supérieure à l'apport, peut avoir des effets dévastateurs. Les premiers symptômes incluent une soif intense, une sécheresse buccale, de la fatigue et des urines foncées. Si la déshydratation progresse, des vertiges, de la confusion, une diminution de la pression artérielle et dans les cas extrêmes, un coup de chaleur peuvent apparaître, ce qui est une urgence médicale grave. Le coup de chaleur se produit lorsque le corps perd la capacité de réguler sa température et que celle-ci s'élève à 40 degrés Celsius ou plus, ce qui peut entraîner des lésions cérébrales, une insuffisance organique et même la mort. Il est vital de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, pas seulement quand on a soif, surtout si l'on pratique une activité physique ou dans un environnement chaud. Pour la plupart des adultes, un apport d'environ 2 à 3 litres de liquide par jour est recommandé, bien que cette quantité puisse varier. L'acclimatation à la chaleur est un processus physiologique fascinant par lequel le corps s'adapte progressivement à une exposition prolongée à des températures élevées. Ce processus peut prendre entre 10 et 14 jours d'exposition continue à la chaleur et à l'exercice. Parmi les adaptations les plus importantes figure l'augmentation du volume plasmique, ce qui permet un plus grand flux sanguin vers la peau pour la dissipation de la chaleur. La fréquence cardiaque au repos diminue et le volume systolique augmente, ce qui signifie que le cœur travaille plus efficacement. Le début de la transpiration se produit à une température corporelle plus basse, ce qui permet au refroidissement de commencer plus tôt. Le taux de transpiration maximal augmente, ce qui signifie que le corps peut produire plus de sueur pour dissiper la chaleur. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, la concentration de sodium et de chlore dans la sueur diminue, ce qui aide à conserver ces électrolytes essentiels.
Un exemple clair de cela est visible chez les athlètes qui voyagent pour concourir dans des climats chauds. Ils arrivent souvent plusieurs jours à l'avance pour s'acclimater et optimiser leur performance. Ou chez les travailleurs qui doivent opérer dans des environnements à haute température, comme les mines souterraines ou les fonderies de métaux, où l'acclimatation est vitale pour leur sécurité et leur santé. La sueur a d'importantes applications diagnostiques, le cas le plus connu étant le test de la sueur pour le diagnostic de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique qui affecte les glandes exocrines, y compris les glandes sudoripares. Chez les patients atteints de mucoviscidose, les glandes sudoripares produisent une sueur avec des concentrations anormalement élevées de chlorure, bien supérieures à la normale. Ce test, qui mesure la concentration de chlorure dans la sueur, est une méthode fiable et non invasive pour diagnostiquer la maladie chez les nouveau-nés et les enfants. Il est étonnant de voir comment quelque chose d'aussi commun que la sueur peut être une fenêtre si claire sur la santé interne du corps. Historiquement, la compréhension de la transpiration a considérablement évolué. Des civilisations antiques comme les Grecs et les Romaines observaient déjà les effets de la sueur sur le corps, l'associant à la purification et à la santé. Hippocrate, le père de la médecine, a remarqué que la sueur pouvait être un signe de maladie ou de récupération. Cependant, la compréhension scientifique de son mécanisme thermorégulateur ne s'est consolidée que des siècles plus tard. C'est pendant la Renaissance et les Lumières que des scientifiques comme Santorio Santorio au XVIIe siècle ont réalisé les premières études systématiques sur la perte de poids par la perspiration insensible. Son travail, bien que rudimentaire, a jeté les bases de l'étude moderne de la physiologie de la sueur. Actuellement, la recherche sur la sueur continue de progresser, en particulier dans le développement de technologies portables. Les capteurs de sueur sont un domaine de recherche prometteur avec des dispositifs capables d'analyser la composition de la sueur en temps réel. Ces dispositifs pourraient surveiller des biomarqueurs comme le glucose chez les patients diabétiques, le lactate chez les athlètes pour évaluer la fatigue musculaire ou même les niveaux d'alcool dans le sang. Imagine un petit patch sur votre peau qui vous alerte sur votre état d'hydratation ou vous indique si vos niveaux de glucose sont dangereusement bas. Cela ouvrirait un éventail de possibilités pour la médecine personnalisée et le suivi continu de la santé. Des textiles intelligents sont également en développement, capables d'absorber la sueur plus efficacement, ou même des matériaux qui changent de couleur pour indiquer la déshydratation. Quant aux idées reçues, il est courant d'entendre que plus on transpire, plus on brûle de graisse. C'est complètement faux. La transpiration est un processus de refroidissement, pas de combustion de calories. Le poids perdu pendant une séance de transpiration intense est principalement de l'eau qui est rapidement récupérée lors de la réhydratation. Un autre mythe est que la sueur sent intrinsèquement mauvais. Comme nous l'avons déjà expliqué, la sueur écrine est inodore. L'odeur corporelle est produite lorsque les bactéries sur la peau décomposent les composants de la sueur apocrine. L'hygiène personnelle, comme la douche régulière et l'utilisation de déodorants ou d'antitranspirants, est essentielle pour contrôler l'odeur. L'impact psychologique de la sueur, surtout la transpiration excessive, ne doit pas être sous-estimé. L'hyperhidrose peut causer de la gêne, de l'anxiété et affecter sérieusement l'estime de soi d'une personne. De nombreuses personnes atteintes de cette condition évitent les situations sociales ou professionnelles, peur d'être jugées pour leur transpiration. Il existe des traitements disponibles, des antitranspirants spéciaux, médicaments oraux, aux injections de toxines botuliques et dans les cas extrêmes, la chirurgie. La sueur est un rappel constant de la sophistication de notre corps et de son travail incessant pour maintenir l'équilibre. Du frisson de la fièvre à l'éclat d'une poix perlée par l'exercice, la sueur est une danse chimique et physique vitale pour notre existence. Comprendre ce processus nous permet de mieux apprécier la résilience du corps humain et de prendre des décisions plus éclairées concernant notre santé et notre bien-être. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ces gouttes se former sur votre peau, souvenez-vous de l'incroyable machinerie biologique qui travaille sans relâche pour vous protéger. Explorateurs, nous espérons que ce voyage à travers la science de la transpiration vous aura semblé aussi révélateur que fascinant. Si cette explication détaillée a éveillé votre curiosité et vous a fourni une connaissance approfondie d'un processus si essentiel, montrez-nous votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations scientifiques. Mettez un pouce levé à cette vidéo si vous avez trouvé l'information précieuse et facile à comprendre. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos questions ou les sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futures vidéos. Partagez ce contenu avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent en apprendre davantage les mécanismes étonnants de leur propre corps.